Sur la première question, la question des inégalités, j'aurais tendance à dire qu'il y a un enjeu qu'il faut absolument identifier, à mon avis qui est très important, qui est celui du lien entre les inégalités à la fois de revenus, de patrimoine, aussi les inégalités sociales, raciales par exemple, des inégalités de genre, et le régime énergétique dans lequel nous vivons. En fait, pour comprendre ça, il faut remonter un tout petit peu au 19e et voir qu'avec la révolution industrielle et la généralisation du charbon, en fait, en Occident invente un nouveau rapport au monde, à l'énergie, où ce qui est central, c'est le charbon, qui s'ajoute en fait aux autres types d'énergie essentiellement liés à la biomasse, au vent qu'on utilisait précédemment, qu'on a utilisé pendant tout le Moyen-Âge. Et la caractéristique du charbon, c'est que c'est un type d'énergie qui est très coûteux à transporter, ce qui au fond donne un pouvoir de négociation en fait politique, social aux salariés, typiquement aux mineurs qui est au fond de la mine, qui est relativement important. Autrement dit, si les mineurs réussissent à s'organiser en syndicat pour faire grève au fond de la mine, ils paralysent l'acheminement au charbon et donc l'approvisionnement en énergie, en électricité par exemple d'une ville. Et comme le charbon est coûteux à transporter, la ville n'a pas beaucoup de substituts. Au fond, c'est ça, on pourrait dire, c'est une lecture possible, parmi beaucoup d'autres évidemment, mais qui est assez centrale à mon avis, et souvent négligée par les économistes, des conquêtes sociales du 19e et du 20e, qui ont été rendues possibles par l'apprentissage K1, KA, c'est compliqué évidemment, hein, c'est des situations complexes, par, disons, on pourrait dire, les mondes populaires, ouvriers, de leur pouvoir de négociation vis-à-vis du patronat, grâce à la suprématie du charbon. Et ça continue au fond jusque dans les 30 Glorieuses. À partir de 1945 et de la généralisation de l'industrie de masse, grâce surtout aux États-Unis, puis donc évidemment au plan Marshall et à ce qui se passe en Europe, on a un autre régime énergétique qui se met en place qui est construit sur le pétrole, qui lui est complètement différent parce que le pétrole c'est très peu cher à transporter. Et donc au fond, dans un monde de pétrole qui vient s'ajouter au charbon, disons la classe ouvrière, pour employer des mots de ce type-là, et aller très vite, la classe ouvrière perd en fait son pouvoir de négociation sociale dans le dispositif global, dans le régime, disons, social d'une société. Alors, les 30 Glorieuses sont une espèce de passage tout à fait unique dans l'histoire, parce qu'en réalité, on a gardé pendant les 30 années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale les institutions politiques du monde du charbon, mais on avait déjà la technologie du pétrole. Donc on a eu une croissance inouïe, évidemment très destructrice d'un point de vue écologique, avec des institutions politiques très favorables à la réduction des inégalités. Et puis c'est à partir des années 70-80, à la faveur des révolutions Reagan, Thatcher, etc., puis d'une autre révolution intellectuelle qui a lieu dans les universités, en particulier dans les départements d'économie, avec la reprise du pouvoir, ou la prise du pouvoir en fait, des économistes en gros néoclassiques, qui mettent dehors les keynésiens, que, en réalité, d'une certaine manière, pour dire les choses de manière très rapide, les propriétaires du capital reprennent le pouvoir de négociation qu'ils avaient perdu tout au long du 19e. Et au fond, dans les années 70-80 jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on a appelé, à mon avis, trop rapidement le néolibéralisme, c'est en vérité l'idéologie de cette reprise du pouvoir grâce au pétrole. Alors ça pose une question colossale aujourd'hui, puisque en réalité on va être obligé aujourd'hui de se débarrasser et du charbon et du pétrole et du gaz, d'abandonner ces énergies fossiles pour s'orienter le plus vite possible, compte tenu de l'urgence climatique, vers des sociétés construites sur les énergies renouvelables et peut-être un peu nucléaire. Et donc la question que ça pose à plusieurs milliers de milliards, c'est vers quel type de société allons-nous évoluer ? C'est quoi la démocratie des renouvelables par rapport à la démocratie du charbon ou du pétrole ? Et là, à mon avis, il y a deux grandes options. Donc ça, ce que je dis là, c'est plutôt des grandes options d'économie politique. Mais si on veut aller à la racine des inégalités, après on peut discuter des instruments, des outils qu'on peut utiliser, hein, mais à la racine, à mon avis, c'est là, il faut comprendre que en fait, nos sociétés sont en train, de nouveau, de négocier un nouveau régime d'accès à l'énergie, construit plutôt sur les renouvelables, où ceux qui sont aujourd'hui propriétaires du capital hésitent beaucoup, parce qu'ils se disent, au fond, il y a deux grandes options. Il y a une option qui est celle que beaucoup de militants écolos ont en tête, qui est une société très décentralisée, où en gros on a des petites coopératives comme en Allemagne qui produisent de l'électricité, où même chacun dans son jardin a une éolienne pour produire de l'électricité. Ça va de pair avec une démocratie participative et avec une société très décentralisée. Mais il y a une alternative qui est au contraire une société très centralisée, hautement capitalistique, avec une alliance publique-privée très puissante et un État autoritaire. Pourquoi est-ce que c'est possible ? Parce qu'au fond, la grande différence entre les énergies renouvelables et les énergies fossiles, c'est que les énergies renouvelables ont une part de ce qu'on appelle le CAPEX,
Donc la part du capital initial, de l'investissement initial, dans le coût de production du kilowattheure, qui est très élevé, beaucoup plus élevé que pour le pétrole, le charbon, le gaz. En gros, les chiffres, c'est 50% de capex pour les renouvelables contre 15-20% pour le charbon, le pétrole. Et c'est également 50% d'ailleurs pour le nucléaire. Pourquoi ? Essentiellement parce que le coût d'entretien de la machine, une fois qu'on a fait l'éolienne ou le panneau solaire, est beaucoup plus faible que le coût d'entretien par exemple, d'une mine de charbon. Et donc ça veut dire qu'en fait, paradoxalement, et c'est ça que beaucoup, à mon avis, de militants écolos et d'intellectuels d'ailleurs n'ont pas vu, c'est qu'un monde de renouvelables peut être, en fait, et du point de vue de la logique économique, un monde hautement capitalistique. Donc ça ouvre la porte à cette alternative. Et à mon sens, on est aujourd'hui à la croisée des chemins. La deuxième option, évidemment, peut-être est probablement violemment inégalitaire. En tout cas, ça accommode très bien d'inégalité dans tous les sens. C'est l'option que la Chine est en train de choisir, même si elle investit aussi beaucoup dans le renouvelable. C'est peut-être en fait, à mot couvert, l'option que Macron est en train d'essayer de mettre en œuvre. Un État autoritaire allié au capital privé, qui à un moment ou à un autre va dire aux Parisiens, par exemple, écoutez, si vous voulez de l'électricité à Paris, il faut construire une forêt d'éoliennes. Simplement, c'est nous qui avons le capital, donc c'est nous qui allons décider des conditions dans lesquelles on va vous alimenter en électricité. Voilà. Moi, je dirais c'est ça à la fois la racine, en tout cas sur les 2 derniers siècles, et l'enjeu d'économie politique. Après, une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on lutte contre ça et comment est-ce qu'on favorise la première branche de la bifurcation ? Là, il y a plein d'outils, je dirais. Il y a certainement un outil fiscal, par exemple la fiscalité du revenu, la fiscalité du patrimoine. Alors, dans ce contexte-là, l'Institut Rousseau va sortir dans les jours qui viennent une note sur l'impôt abaissé. Donc l'idée, c'est au fond, il y a une manière très simple de résumer la fiscalité, que ce soit sur le revenu, sur le capital, sur n'importe quoi en fait, ça vaut pour tout, qui est de dire en réalité on peut ramener la totalité de la courbe d'imposition à 3 paramètres très simples. Et on fait cette proposition à l'Institut Rousseau, pourquoi ? Parce que tu diras ce que tu en penses, mais notre conviction, c'est que en réalité, on n'a pas de débat transparent sur la fiscalité aujourd'hui. C'est très compliqué. Si on va, alors les bistrots sont fermés, donc on ne peut plus avoir de conversation de bistrot, mais si on demande à n'importe quel citoyen, à votre avis, qu'est-ce qui se passe si on fusionne la 2e et la 3e tranche sur votre propre taux d'imposition, voire sur l'imposition de votre voisin, sur la progressivité de l'impôt et sur les recettes fiscales, en fait, personne n'a la moindre idée. Et même à Bercy, si on pose la question, il faut attendre 3 jours pour avoir une réponse, en n'étant pas sûr qu'elle soit absolument correcte en plus. Bon. Donc l'idée, c'est de dire il faut rendre transparent le débat démocratique sur l'impôt, et pour ça, on propose l'impôt abaissé, avec 3 paramètres. Le premier, c'est c'est en gros le taux d'imposition effectif maximal, c'est-à-dire combien celui qui a un revenu infini devrait payer en impôt, comme part de son revenu. Aujourd'hui, en fait, si on tient compte de toutes les niches fiscales, il est à 21% en France, l'impôt sur le revenu, en faisant l'hypothèse que je suis un citoyen dont les revenus, à la fois du capital et du travail, sont ceux de la moyenne des Français de mon niveau de revenu. Donc il est très faible. Donc ça veut dire, par exemple, le débat qu'on a eu avec le Conseil constitutionnel qui s'est cru autorisé à déclarer que 75% du taux marginal maximal c'était confiscatoire et qu'au-delà de 50 en fait c'était confiscatoire. En fait, ça a masqué la réalité. Attends, 21%, j'ai pas compris. 21% du taux effectif d'imposition sur les revenus, les plus élevés aujourd'hui, si on tient compte de toutes les niches fiscales, et si on fait l'hypothèse que tes revenus se distribuent selon la moyenne de la distribution entre revenus du travail et revenus du capital. Donc si tu n'as que des revenus du capital, c'est encore moins. Si tu n'as que des revenus du travail, c'est un peu plus. Voilà, en fait, c'est très faible. Sur l'impôt sur le revenu, là. Oui, l'impôt sur le revenu, oui, tout à fait. Donc là, il y a un vrai enjeu. En fait, pour caricaturer, à mon avis, là je caricature, mais l'impôt sur le revenu français, il est à 2 tranches aujourd'hui, de facto. Une tranche à 0 et une tranche à 20%. J'exagère, une tranche à 20%. Et entre les deux, il y a une petite marche pour les revenus qui sont compris entre, dès qu'on commence à payer les impôts, 1400 en gros et 6000, 7000 euros par mois, où progressivement on arrive à 20%. Voilà, donc nous on propose de lancer le débat. Qu'est-ce que c'est que votre A, votre B, votre C ? Alors A, je l'ai dit, c'est le taux effectif maximal. B, c'est le niveau à partir duquel je paye mon premier euro d'impôt. Donc actuellement, de facto, aujourd'hui, c'est 1400, mais il y a un certain nombre d'avocats, par exemple, de l'option, dès que j'ai 1 euro de revenu, je paye des impôts.
de manière que tout le monde soit un citoyen concerné. Bon, c'est pas l'option qu'on favorise à l'Institut Rousseau, mais bon, c'est une option possible. Et puis C, c'est une mesure au fond de la progressivité de l'impôt et de la contribution, on pourrait dire, des classes moyennes et des revenus élevés à la recette fiscale. Plus C est élevé, plus le poids de l'imposition est proportionnellement davantage porté par les hauts revenus. Donc ça fait juste 3 paramètres, A, B, C. Et notre idée, c'est de dire, en fait, ça, tout le monde peut en discuter. Et ça devrait pouvoir alimenter le débat aussi bien à droite qu'à gauche. Je pense que l'Institut Montaigne est capable de choisir son ABC et de nous dire, nous on veut un A à 15%, un B à 0 et un C à 0 par exemple. Voilà. Après la question que ça pose, c'est comment est-ce que ça modifie les recettes fiscales. C'est là qu'il y a un vrai débat sur l'impôt. Et puis je vais te céder la parole. À mon avis, une fois qu'on a... Si on revient un tout petit peu à la perspective que j'ai esquissée au début, qui est... il y a un vrai enjeu d'économie politique sur 2 modèles de société, avec un rapport à l'inégalité complètement différent selon ces 2 modèles, chacun étant lié en fait à un nouveau régime énergétique qui est sur les renouvelables. Il faut se dire qu'on ne peut pas simplement agir sur la distribution secondaire des revenus. C'est important, mais ça ne suffit pas. Il faut agir sur la distribution primaire, la distribution primaire des revenus. Et donc pour ça, il faut intervenir sur l'entreprise elle-même, parce que c'est majoritairement elle qui décide de la distribution des revenus primaires, et sur la manière dont en fait se fait la négociation salariale aujourd'hui au cœur de l'entreprise. Alors pour ça, il y a plein de propositions. Par exemple, dans le bouquin sur les 20 propositions pour réformer le capitalisme, j'avais fait des propositions sur comment est-ce qu'on redonne du pouvoir aux salariés dans les conseils d'administration. Bon, il y a évidemment la Mietbestimmung allemande à laquelle tout le monde pense, mais il faut aller beaucoup plus loin que ça. Et in fine, alors on pourrait dire qu'il faut redonner du pouvoir, par exemple redonner des droits de vote aux salariés de manière obligatoire pour toutes les entreprises, mais aussi aux parties prenantes. Je pense par exemple aux sous-traitants. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, par exemple, qui délèguent en fait sur les sous-traitants le coût de ce qu'elles ne veulent pas assumer avec leur propre force salariale. Bon, et donc, ça c'est un sujet qui est relativement balisé aujourd'hui. Voilà, à mon avis, il faut aller encore plus loin. Et en réalité, c'est ce qu'on a fait dans la 2e édition des 20 propositions, modifier le statut même de l'entreprise dans le Code civil. Pour dire une entreprise, c'est pas juste une société de capitaux qui sont la propriété privée de ses actionnaires. Une entreprise, c'est un projet collectif, en fait c'est un commun, qui doit être ordonné à un projet d'utilité collective, d'utilité générale. Et donc ça suppose de modifier l'article 1832 du Code civil et d'inscrire la définition d'entreprise comme un projet éventuellement associé à une société, mais pas nécessairement, qui est surtout lui-même assujetti à, disons, un projet d'intérêt général. De manière qu'on puisse avoir un droit de regard sur ce que fait une entreprise. Alors évidemment, quand je dis ça, je suis à rebours à la fois de Friedman, qui avait déclaré dans les années 60 une entreprise, c'est une boîte noire qui produit du cash pour ses actionnaires, mais aussi, ça va beaucoup plus loin quand même que la loi Pacte et les amendements de Tarsénat, qui ont malheureusement été complètement édulcoré par le gouvernement, en fait par l'Élysée, qui a empêché Notar et Sénat d'aller aussi loin qu'ils souhaitaient aller dans le rapport, et qui ont fait qu'en réalité on n'a pas du tout fait la réforme du statut d'entreprise qu'on devrait mettre en œuvre. Mais voilà, si on dit ça, on agit sur la distribution secondaire, l'impôt a baissé, on agit sur le statut même de l'entreprise. Après il y aura encore beaucoup d'autres choses, mais je vais quand même te laisser la parole. Par exemple, dans le bouquin sur le facteur 12, j'avais proposé aussi qu'on limite les écarts de revenus de 1 à 12 à l'intérieur d'une entreprise. Alors, par exemple, la Suisse a eu une votation là-dessus. Ils ont repris le facteur 12, c'était les jeunesses socialistes suisses. Évidemment, ça a été rejeté par la bonne bourgeoisie suisse de Zurich, mais ça ne veut pas dire que ce n'était pas une bonne idée. Bon, ma position aujourd'hui, ce serait de dire on pourrait, par exemple, conditionner les appels d'offres publics en disant pour que vous soyez éligible à un appel d'offres public, il faut que vous soyez au carré sur un certain nombre de questions, le nombre d'handicapés, par des femmes et des hommes dans les lieux de pouvoir, etc. C'est fondamental. Mais aussi, par exemple, dans l'échelle des revenus. Et on pourrait imaginer que c'est pas autoritaire comme position. C'est de dire, voilà, vous êtes libre. Mais si vous voulez de l'argent public, l'argent des contribuables, il faut que, par exemple, l'écart des salaires, pour commencer, soit de 1 à 100. Parce que dans nos grandes banques, par exemple, il est de 1 à 1000 aujourd'hui. Et puis, 2 ans après, on diminue. On dit, voilà, c'est bien, vous avez fait un effort, maintenant on va le faire de 1 à 50, etc. Voilà, ça c'est une autre manière aussi d'influencer le mode de distribution primaire des revenus dans l'entreprise. Si je me place à la question encore plus générale sur le capitalisme, est-il réformable,
Moi, ma réponse générale serait de dire, bon, d'abord, on peut dépasser le capitalisme, on peut et on doit dépasser le capitalisme. Moi, j'ai essayé dans mon dernier livre, Capital et idéologie, de développer l'idée d'un modèle de socialisme participatif, décentralisé, fédéral, écologiste, féministe, qui soit très, très différent du socialisme étatique, évidemment, qui s'est développé au cours du XXe siècle, mais qui s'affirme résolument socialiste et qui, effectivement, propose, avec toutes les limites du projet que je propose, qui est là pour la discussion, mais qui propose un système quand même global de transformation des relations de propriété, et donc des relations de pouvoir, qui se substitue à la logique capitaliste. Et je vais donner quelques éléments, mais ça repose alors sur un certain nombre d'institutions, mais qui permettent d'avoir véritablement une circulation permanente de la propriété, du pouvoir, qui passe par le système fiscal, mais également et peut-être surtout par le système légal et toute la question du pouvoir dans les entreprises. Donc moi je rejoins tout à fait Gaël sur l'importance vraiment d'articuler à la fois des propositions sur les questions du système fiscal et du système légal. Donc juste pour insister sur chacun de ces aspects. Alors sur le système fiscal, moi j'ai vraiment hâte de lire les propositions de l'Institut Rousseau sur l'impôt ABC. Alors après, est-ce qu'il faut 3 paramètres ou 5 ou 10 ? Bon, Jean-Luc Mélenchon insiste toujours sur son fameux barème en 14 tranches de taux marginaux dont il fait le gage de la réussite de son programme. Bon, je crois qu'il faut pas non plus fétichiser le nombre de paramètres qu'on va utiliser, s'il y en a 14 ou 3. Bon, il faut voir à quoi sert tout ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je pense qu'il faut à la fois sur l'imposition des revenus, l'imposition du patrimoine, l'imposition des émissions carbone, parce que je pense qu'on va en arriver à un moment, si on veut remettre cette question sur le chantier, à devoir développer des notions de carte carbone individuelle permettant de traiter très différemment les émissions raisonnables, disons, des émissions complètement déraisonnables. Et ce ne sera jamais le seul outil, parce qu'il y aura toujours un besoin de normes qui seront, je pense, toujours beaucoup plus importantes que les signaux prix envoyés aux personnes, mais ça fera partie quand même de normes, de prise en charge publique, d'investissement public, mais cette carte carbone progressive fera partie de la solution. Et le fait qu'on ait voulu imposer, là, en début de mandat Macron en France, une taxe carbone qui traitait tout le monde de la même façon, petites émissions, grosses émissions, et qui en fait reposait surtout sur les plus petites émissions, puisque les plus grosses émissions, les personnes peuvent prendre l'avion le week-end, être exonérées de taxe carbone, etc. Enfin, tout ça en utilisant les recettes de la taxe carbone pour supprimer l'impôt sur la fortune. Évidemment, tout ça a rendu fou tout le monde, a décrédibilisé ce type de politique, et si on ne reprend pas les choses avec une exigence de justice extrêmement forte, de compression des écarts de revenus, des écarts de salaire. Alors tu parlais de 1 à 12 ou 1 à 100 qui deviendrait 1 à 50 puis 1 à 12. Bon, moi je pense que pour moi, on est plutôt sur du 1 à 5 ou 1 à 4 ou 1 à 6, enfin le type d'écart de revenus ou de salaire sur lesquels il faut aller, enfin en tout cas le type de modèle de socialisme participatif que je développe dans mon livre, ce serait plutôt 1 à 4 ou 1 à 5 que de 1 à 10 ou 1 à 12, a fortiori 1 à 50 ou 1 à 100. Mais après, bon, tout ça, ce sont des discussions qui convient d'avoir. En tout cas, la question de l'imposition progressive du revenu, de l'imposition progressive du patrimoine, avec des taux d'imposition allant, tu disais ton paramètre, un des paramètres c'est le taux supérieur. Le taux supérieur pour un revenu infini ou un patrimoine infini, c'est assez simple, hein, c'est 100%, et ça doit aller sur 80-90% assez vite en vérité. C'est le taux marginal. Oui, oui, mais on converge avec un taux effectif qui s'approche de ça, assez vite. Après, est-ce que c'est à nouveau, est-ce que c'est à 10 fois, à 50 fois, à 100 fois le revenu ou le patrimoine moyen, à 1000 fois le patrimoine moyen? Bon, on peut en discuter, mais en tout cas, ça fait partie de la solution, cette limitation drastique, cette interdiction en fait que des écarts de revenus de patrimoine dépassent un certain seuil, permettant aussi de financer une circulation de la propriété. Parce que donc moi j'insiste, donc parmi les éléments
qui caractérise le modèle de socialisme participatif que je développe dans mon livre, il y a deux éléments principaux. Il y a cette limitation très forte des écarts de patrimoine avec une redistribution permanente du patrimoine. Donc je propose un héritage pour tous de 120 000 euros à 25 ans, que tout le monde reçoive 120 000 euros. On pourra aller beaucoup plus loin. Actuellement, la moitié de la population reçoit de rien, n'hérite de rien, et puis vous avez des personnes qui héritent de 500 000, 1 million, 10 millions, etc. Dans le système que je propose dans le livre, ça reste très modéré, puisque la moitié des gens qui actuellement n'héritent de rien auraient 120 000, ceux qui actuellement héritent d'1 million auraient 600 000 après l'impôt. Donc ça reste un écart considérable, et si vous voulez mon avis, on pourrait aller beaucoup plus loin que ça. Mais déjà ça fait pousser des hauts cris à tout le monde. Pourquoi c'est important, cette question de la propriété, de l'accès ? C'est que les systèmes de revenus de base sont très importants. Il faut augmenter le niveau du RSA très fortement. Il faut un accès beaucoup plus égalitaire à l'éducation, à la santé. Mais ça ne suffit pas. Pourquoi ça ne suffit pas ? Parce que le fait de posséder un peu quelque chose, d'avoir 100 000 ou 200 000 euros, en plus des autres éléments que je viens de décrire, ça vous place dans une relation qui est beaucoup moins dépendante vis-à-vis des autres, tout simplement. C'est-à-dire que le but, c'est de donner c'est beaucoup plus une question d'argent, c'est d'abord une question de pouvoir. C'est-à-dire que quand vous ne possédez rien, et a fortiori quand vous n'avez que des dettes, vous êtes obligé de tout accepter. C'est très simple, c'est-à-dire que vous êtes obligé parce qu'il faut payer votre loyer, il faut nourrir vos proches, votre famille, donc vous êtes obligé de tout accepter. Donc votre position de négociation vis-à-vis d'employeurs possibles, vis-à-vis de conditions de travail, vis-à-vis de salaire est très faible. Donc ceux qui possèdent des millions, pour eux c'est peut-être pareil d'avoir 0 euros ou 100 000 euros, mais en fait c'est pas du tout pareil, parce que quelqu'un qui a 100 000 euros, 200 000 euros devant lui, il peut se permettre d'être un peu plus exigeant sur ce qu'il a accepté. Alors c'est peut-être ça qui énerve justement potentiellement les employeurs potentiels, qui aimeraient bien que la personne soit à leur merci, mais c'est justement pour ça que je pense que si on veut transformer les relations de pouvoir dans la société, il faut passer par là. Donc ça c'est le premier bloc. Le second bloc, que je résume très rapidement, mais Gaël en a déjà parlé, et ce que je propose va tout à fait dans la même direction, c'est tout ce qui concerne le partage du pouvoir dans les entreprises, des droits de vote. Et là, je pense que c'est important de dire que la propriété privée absolue, même limitée dans son montant, n'est pas un modèle satisfaisant. C'est-à-dire que la propriété doit être sociale, dans le sens où les salariés, en particulier, en tant que partie prenante de l'entreprise et indépendamment de toute participation au capital, doivent avoir un pouvoir réel. Donc il y a le modèle qui a été évoqué par Yael, qui est en cours en Allemagne, dans une certaine mesure en Suède, où vous avez jusqu'à la moitié des droits de vote pour les salariés dans les grandes entreprises. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Donc moi, j'ai fait des propositions en ce sens-là. J'ai dit, d'une part, il faut que ça s'applique à toutes les entreprises, y compris les plus petites entreprises, et d'autre part, sur la moitié des droits de vote qui resteraient aux actionnaires, je pense qu'il est très important de plafonner la quantité de droits de vote qu'un actionnaire individuel peut avoir. C'est-à-dire, dès que la société prend une certaine importance, plus de 10 salariés, plus de 50 salariés, on peut en discuter, il faut plafonner, je propose de plafonner jusqu'à 10% ou à 5% suivant les variantes, les droits de vote qu'un actionnaire individuel peut avoir dans une société importante. Tout simplement parce que on a besoin de cette délibération, de cette circulation du pouvoir des décisions, et il faut que ce soit pas seulement dans le système fiscal, mais aussi dans le système légal. Alors après tout ça, c'est très bien, mais je veux quand même insister sur un dernier point, qui est que quand on pose la question le capitalisme est-il réformable, etc. Moi, l'histoire que je décris dans mon travail de recherche, dans Capital Idéologie, mais aussi dans mes livres précédents, dans le Capital au XXe siècle et dans les hauts revenus en France au XXe siècle, publié en 2001, c'est une histoire où ce type de transformation ne se produit jamais de façon paisible. C'est-à-dire que c'est pas le suffrage universel, des campagnes électorales, un débat très sympathique pour études, et hop, tout le monde se met d'accord et il se passe ça. C'est-à-dire que les idées, les discussions sont très importantes. Moi, j'insiste beaucoup dans mon dernier livre sur l'importance des idées, des idéologies, mais en même temps, ce sont quand même dans les crises, dans les rapports de force,
que se produisent des transformations de cette nature. Il faut bien voir que, par exemple, sur ce dernier exemple dont Gaël et moi avons parlé, sur un meilleur partage du pouvoir entre les salariés, les parties prenantes, aussi les associations de consommateurs, les collectivités locales, ce sont des batailles considérables qui exigent des transformations non seulement du Code civil, et je suis complètement d'accord avec Gaël là-dessus, mais aussi de la Constitution en vérité. Il faut bien voir que la Constitution française, en l'occurrence, telle qu'elle définit la propriété, en fait, a une vision extrêmement conservatrice de la propriété issue du 19e siècle ou des révolutions de la fin du 18e siècle. Et un pays comme l'Allemagne, qui a institué un certain partage des droits de vote entre les salariés et les actionnaires de façon très incomplète, a dû écrire sa constitution, sa loi fondamentale de 1949, de façon très différente. C'était déjà le cas dans la constitution de Weimar jusqu'à un certain point, c'est-à-dire que la propriété y est définie comme une propriété sociale qui admet différentes parties prenantes, des personnes qui ont un droit d'usage sur le logement, sur les terres, sur le capital. Et donc il n'y a pas que les propriétaires privés. Et donc ça demande, c'est des batailles considérables. Moi je suis pas étonné qu'il faille changer la constitution. Ça arrive tout le temps, les constitutions, elles sont là pour être changées. Mais il faut être conscient quand même des batailles politiques. Enfin, on vit en France toujours dans un système institutionnel où si vous n'avez pas la majorité au Sénat, vous ne pouvez pas changer la Constitution. Donc le serpent se mord la queue très très vite. Et donc, alors c'est pas grave, hein, ça va se régler, mais ça va se régler, il va quand même falloir des crises politiques, des crises climatiques peut-être, des crises sociales, des crises financières. Bon, il y en a eu d'autres dans le passé, hein, donc quand je dis ça, c'est pas du tout pour dire que ça va pas se produire. Mais juste, il faut être conscient du fait que voilà, ça va au-delà de la délibération apaisée et raisonnable qu'on peut avoir, par exemple, aujourd'hui, même si c'est très utile également. Les Gilets jaunes, d'après vous, ça participait de cette... Oui, mais alors, c'est très intéressant comme exemple, les Gilets jaunes. Je pense que le problème, c'est que ça manquait un peu de débouché, justement, politique et institutionnel. Enfin, il y avait un débouché qui était très clair, qui était « virez-nous cette taxe carbone ». Ça a été obtenu. Mais c'est un débouché qui est purement négatif, d'une certaine façon. C'est-à-dire supprimer une réforme que vous vouliez mettre en place. Mais en termes de revendications alternatives et de plateformes d'action, malheureusement, le mouvement des Gilets jaunes, peut-être aussi parce qu'il n'était pas structuré autour d'organisations collectives, et je pense qu'on a besoin de structures collectives comme l'Institut Rousseau, comme d'autres des syndicats, des partis qui produisent de la matière donnant des débouchés possibles à ces mobilisations. Juste, je reprends un tout petit peu ce que tu as dit, Thomas. Sur les paramètres, oui, bien sûr, on peut en prendre 12, 15, 3, 4. L'avantage de 3, c'est que c'est pas beaucoup, et que ça facilite la discussion, c'est tout. Sur la question des facteurs 5, je te rejoins assez. L'économie sociale et solidaire vise 5. Et par exemple, la très bonne banque Triodos, que malheureusement le lobby bancaire français a réussi à mettre hors du territoire français, qui est une banque néerlandaise, une vraie banque écologique, avait un facteur 5 parmi ses salariés, contre 1000 chez BNP Paribas. Il reste que dans la fonction publique aujourd'hui, on ne peut pas dire que les fonctionnaires soient extrêmement bien payés, on est plutôt à 1 à 11, 12, sans tenir compte des primes de certains ambassadeurs. Et donc c'est la raison pour laquelle nous on a proposé 12 dans le facteur 12 de 2013. Ce serait déjà un progrès considérable. Qui serait déjà un progrès colossal. Au début du XXe siècle, on était à 1 à 20 en gros, donc déjà si on revenait à ça, ce serait pas mal. Je voulais juste aussi, oui, sur le... Tu as insisté sur l'idée que ce serait pas mal que tout le monde puisse partir dans la vie avec un petit pécule, peu importe le montant au fond. Alors, à la fois je comprends bien la proposition, j'ai 2 remarques par rapport à ça. La première, c'est, je pense qu'on est, à mon avis, on est mal parti dans le débat sur le revenu universel. Alors, c'est une espèce de... Disons, en tout cas, c'est une proposition qui va dans le sens du revenu universel. Je pense, pour ma part, que ce serait beaucoup plus intéressant qu'on ait un projet de société dans lequel on propose une garantie de l'emploi à tout le monde. Ça, c'est beaucoup plus intéressant. Ça permet à chacun d'entrer, en fait, dans le vecteur de socialisation majeur chez nous, qui est le travail, plutôt que simplement de donner un pécule pour partir dans la vie. On peut faire les deux. On peut faire les deux, bien sûr. Hein, mais alors évidemment, c'est pas la même philosophie du monde. Et puis, c'est beaucoup plus difficile d'assurer la garantie de l'emploi, surtout d'assurer une garantie d'emploi vert et qu'ils ne soient pas des bullshit jobs à la Grébeur. Ça, c'est sûr. C'est beaucoup plus difficile que de donner un pécule pour commencer dans la vie. Puis l'autre point, à mon avis, l'autre remarque que je veux faire par rapport à ça, c'est en fait, ça fait quand même, ça va te faire rigoler, mais une société de petits possédants, de petits propriétaires. Alors, il y a, dans le rapport à la propriété privée, il y a un sujet
réflexion, à mon avis. Est-ce qu'on veut une société de petits propriétaires? Ce qui était au fond l'utopie jeffersonienne, en fait, et puis celle de Bush, qui a légitimé les subprimes et qui nous a emmenés dans le mur en 2008. Tu vois, je vais préciser les différences. Oui, bien sûr, mais évidemment, ta proposition n'est pas celle du Bush. Mais, je veux dire, il y a une réflexion, à mon avis, philosophique de fond à avoir sur cette question-là. Alors moi, je dirais pour ma part que, premièrement, en réalité, alors, par exemple, je disais ça dans Illusion financière, mon petit livre de 2013. À l'époque, j'avais caractérisé le capitalisme comme la tentative d'étendre la propriété privée partout, que j'assimilais à ce qu'on appelle, à mon avis, à tort, le néolibéralisme, avec, c'est ce que fait Macron aujourd'hui, on privatise tout. On privatise la SNCF, on privatise ADP, on privatise EDF, il va bientôt privatiser la Caisse des dépôts pour pouvoir livrer la gestion du livret A uniquement aux banques privées. Pourquoi dis-tu à tort néolibéral, ce qu'on appelle parce que le néolibéralisme donne l'idée à tort, à mon avis, que les néolibéraux sont les héritiers des libéraux du 18e. Et à mon avis, non, c'est les fossoyeurs du libéralisme. Pourquoi? Parce que, tel que je le perçois, on pourrait dire la caractérisation de la modernité, des Lumières en fait, et des Lumières libérales au XVIIIe, Rousseau aussi, avec ce qu'il a en commun avec Voltaire. Bon. C'est de dire on va désacraliser le pouvoir et ouvrir en fait le lieu du pouvoir est vide. Ça c'est Claude Lefort. La démocratie, c'est l'institutionnalisation du conflit. On coupe la tête du roi, 21 janvier 1793. Et donc, c'est plus l'Église qui va nous dicter ce qu'on a à faire dans nos débats et notre délibération politique. Deuxièmement, on institue le droit, copié d'ailleurs sur le droit de l'Église, pour protéger le citoyen contre la tyrannie de l'État. Donc le droit comme protection. Au fond, on pourrait dire, le premier pilier, c'est l'égalité, c'est la liberté. On est libre par rapport à toute tutelle sacrée. Deuxième pilier, l'égalité, le droit, nous sommes tous égaux devant la loi. Troisième pilier, c'est la propriété privée, comme tu l'as rappelé. C'est-à-dire que même les libéraux du XVIIIe pensent quand même que la propriété privée est un droit inaliénable et sacré, dans l'héritage de John Locke, etc. Au fond, on est héritier de ça aujourd'hui, mais ce que font les pseudo-néolibéraux, les Hayek, Friedman et aujourd'hui Macron, c'est pas du tout ça, c'est détruire cet héritage-là, resacraliser le pouvoir en mettant en fait les marchés financiers à la place de Dieu, puisque les États eux-mêmes sont supposés aller mendier auprès des marchés financiers le droit de mettre en place une politique publique et sacrifient leur souveraineté. C'est ce que font les accords bilatéraux du type CETA, TAFTA, etc. Donc la souveraineté de l'État est assujettie au bon vouloir des investisseurs. On a mis les investisseurs et les marchés financiers à la place de Dieu, du Dieu de l'Ancien Régime, en fait. Premièrement. Deuxièmement, le droit, en fait, est complètement tordu pour défendre les intérêts particuliers d'une toute petite oligarchie, et plus du tout pour défendre l'intérêt du citoyen contre la tyrannie. Je veux dire, la nomination de Dupond-Moretti est quand même une caricature de ce point de vue-là. Et puis troisièmement, absolutisation de la propriété privée. Alors c'est là que la tentative de tout privatiser entre en jeu. Et en fait, c'est une subversion de l'héritage de la modernité. À mon sens, le renouveau de la proposition de l'utopie moderne, c'est on rétablit la désacralisation du pouvoir. Par exemple, on régule la finance, c'est absolument indispensable. Par exemple, on sépare les banques, etc. Deuxièmement, on rétablit l'état de droit, qui est complètement bafoué, à commencer par le gouvernement lui-même, aujourd'hui. Et puis troisièmement, on substitue à la propriété privée et aux biens privés, comme, disons, ceux qui seraient en charge d'incarner l'utopie libérale, on les substitue les biens communs. Et donc quelque chose qui a à voir avec une propriété socialisée. Et les post-libéraux, en fait, ceux qu'on appelle à tort les néolibéraux, qui sont en fait des post-libéraux, font exactement le contraire. Détruisent les communs, ça c'est un vieux combat depuis 6 siècles, assujettissent le droit aux intérêts privés et resacralisent le pouvoir. C'est en ce sens-là. Alors, quand même, les libéraux classiques du XVIIIe et XIXe siècle, ils étaient aussi colonialistes, esclavagistes, patriarcaux. Alors pas tous, pas Rousseau et pas Condorcet, mais Voltaire, mais non seulement Voltaire, mais Montesquieu, Tocqueville. En 1848, quand finalement l'esclavage est aboli, c'est en décrétant que ce sont les propriétaires d'esclaves qui doivent être compensés pour leur perte de propriété et non pas les esclaves pour les mauvais traitements subis. Et la France, l'État français fait payer à Haïti pendant 1 siècle et demi une dette considérable jusqu'au milieu du XIXe siècle pour rembourser les propriétaires d'esclaves français de leur perte de propriété. Et encore aujourd'hui, beaucoup disent tout ça c'est de l'histoire ancienne, c'est beaucoup trop tard pour corriger cette injustice, alors même qu'on a des injustices, des expropriations qui ont été commises pendant la Seconde Guerre mondiale ou même pendant la Première Guerre mondiale qu'on continue de compenser aujourd'hui, ce qui est d'ailleurs une bonne chose, mais cette façon de refuser d'entrer dans cette question des réparations post-coloniales, post-esclavagistes, pose des problèmes quand il s'agit de construire des normes de justice communes. Donc n'idéalisons pas non plus le libéralisme du XVIIIe ou XIXe siècle,
évidemment, et je te rejoins, n'idéalisons pas celui de Macron non plus aujourd'hui. Sur la question quand même de la petite propriété privée, je veux quand même te répondre là-dessus parce que je pense que c'est important. Moi, je suis pour le développement tous azimuts de sociétés coopératives, de communs. La question, c'est est-ce qu'on peut tout organiser de cette façon-là? C'est-à-dire que si on parle des logements, par exemple privés, des dizaines de millions de logements dans lesquels vont se loger les personnes, de micro-entreprises, de petits commerces, de petites échoppes d'artisanat, de petites exploitations agricoles, dont on voudrait par ailleurs qu'elles se développent, comment on fait pour organiser tout ça d'une façon qui soit décentralisée? C'est-à-dire qui ne recrée pas des espèces de grandes structures hiérarchiques dont on va essayer de faire croire que c'est pas l'État parce qu'on les appelle autrement, mais sauf qu'à la fin, ça va être des structures qui vont devoir prendre des décisions sur des millions de personnes pour savoir qui a accès à tel logement, à telle échoppe, etc. C'est pas si simple, hein, et il suffit pas de dire, comme certains le disent. Moi, j'aime par exemple les propositions de Friot de dire, voilà, on va avoir des caisses de sécurité sociale qui maintenant vont devenir des caisses d'investissement, des caisses de salaire, qui vont prendre toutes ces décisions. C'est une perspective qui peut être intéressante pour la réflexion, mais en attendant, la caisse d'investissement ou la caisse de salaire qui va faire passer des examens à toute la population, ou qui va décider où habite toute la population, et vont s'incarner comment ces institutions? Qui va avoir le pouvoir dans ces institutions? Enfin, ce sont des questions dont on ne peut pas comme ça faire l'hypothèse qu'elles vont bien se terminer et qu'on va bien les régler. Donc pour moi, la petite propriété privée, effectivement, j'assume dans la vision, en tout cas intermédiaire du socialisme participatif qui est la mienne, qui n'est pas forcément la seule vision possible à long terme. Peut-être qu'à long terme, on aura des caisses collectives comme celle dont parle Friot ou d'autres qui régleront les problèmes. Mais dans la phase que je peux imaginer, je pense que cette petite propriété privée sur des logements, des petites entreprises, fait partie de la solution, avec beaucoup d'autres institutions, dont le partage du pouvoir avec les autres salariés, y compris dans des toutes petites entreprises. Donc il ne s'agit pas par rapport au rêve géversonien, qui était par ailleurs propriétaire d'esclaves et qui lui s'imaginait des petits propriétaires privés qui posséderaient tous quelques esclaves, bon, c'est un peu différent. Non, je crois que là, il y a vraiment une question très, très importante que tu as soulevée et qui m'est souvent soulevée et sur laquelle je pense que la réflexion sur le socialisme et sur le dépassement du capitalisme doit vraiment se pencher. C'est-à-dire que comment on organise de façon décentralisée le choix des logements, le choix des échoppes, des petites entreprises, si on n'a pas une forme de petite propriété privée qui est soigneusement limitée dans son extension, dans les pouvoirs qu'elle procure, mais qui néanmoins, dans ce cadre-là, on lui reconnaît sa place. Oui, je comprends. Deux choses par rapport à ça. La première, c'est en fait, les communs n'ont pas vocation à se substituer à tout. Disons, on pourrait dire en réalité, il y a 4 grands schèmes politiques. Le privé, le public, c'est l'État, en gros, la bureaucratie d'État, les communs, et le tribal, c'est-à-dire le communautarisme, la mafia italienne, ça c'est du tribal, c'est autre chose. C'est un régime de propriété qui est encore très différent. Donc sur les 3 premiers, on est d'accord. Oui, on est d'accord. Et donc la question, moi, ma position, c'est de dire en réalité le renouveau de la modernité, la proposition moderne occidentale, c'est la promotion des communs. Pas pour se substituer à la totalité de la propriété privée. Mais en attendant, tu laisses les héritiers privés qui reçoivent 1 million d'euros continuer de recevoir ce qu'ils reçoivent. Ça, c'est un aspect. Donc ça, c'est un aspect de ta proposition sur les successions. Tu vois, je trouve qu'on peut pas... Enfin, soit tu abolis complètement les successions, ce qui peut être une position cohérente, mais si tu ne fais pas ça, non. Je trouve ça embêtant de ne pas en donner à tout le monde. L'impôt sur les successions, à mon avis, c'est l'impôt ABC. Il faut réfléchir en termes de A, B, C et utiliser la formule de l'Institut Rousseau pour réfléchir à ce qu'on veut mettre en place. Mais comment tu utilises l'impôt est-ce que tu l'utilises pour donner à tout le monde qui le reçoit. En plus du revenu de base? À nouveau, c'est pas du tout en substitution au revenu de base. Dans mon esprit, c'est vraiment deux choses différentes et pas du tout substituables. En plus du revenu de base, d'avoir un héritage pour tous. Je vois pas pourquoi il y aurait que les enfants de classe supérieure. Je te dis juste que le socialisme participatif, c'est aussi un socialisme de petits propriétaires. Voilà. Et c'est pas grave. C'est comme ça. Oui, mais à nouveau, tu as dit que la propriété privée avec la propriété publique et les communs faisaient partie de la solution. Donc à un moment, soit on l'assume clairement et on le revendique comme quelque chose permettant la décentralisation. Oui.
Soit on le... mais tu vois, il faut choisir. Et donc, je suis pas sûr d'avoir compris ce que tu choisissais, en fait. Au sens où ça milite et ça aide à bifurquer vers la première option, l'option décentralisée, dans le grand schéma que j'avais donné initialement, je suis d'accord avec toi. Après, la discussion sur jusqu'à combien on impose des successions ou pas, tu vois, bon, ça c'est une discussion d'ordre 2, à mon avis, dans ce débat-là. Alors, il y a un certain nombre de ressources, à mon avis, qu'il faut absolument sanctuariser de manière qu'elles ne puissent pas être privatisées. Un certain nombre de ressources naturelles, l'intelligence commune, tout ce qui s'invente sur Internet avec le copyleft et tous ces démembrements de la propriété privée. Parce qu'en fait, si on veut lutter contre l'extension de la propriété privée, en réalité, il n'y a que deux grandes options. Il y a créer un nouveau type de bien, c'est les communs, et puis il y a démembrer la propriété privée. Parce qu'en réalité, la propriété privée, elle n'est pas homogène. Ce qu'ont fait les théologiens au XIe siècle quand ils ont reformulé la propriété privée à partir du droit romain, du Codex de Justinien, c'est lui donner trois piliers, usus, fructus, abusus, pour parler latin, droit d'usage, le droit de détruire et le droit de bénéficier des fruits de la propriété. Et donc en réalité, et ça c'est un grand cheval de bataille de l'Église et des franciscains au XVe, par exemple, 14e, 15e, se dire en fait, nous on ne veut pas être propriétaire complet des biens, parce que pour les chrétiens de cette époque, le seul propriétaire du monde c'est Dieu, on veut être les usagers. Et en fait, la crise écologique aujourd'hui nous emmène vers ça. C'est-à-dire qu'on doit apprendre tous collectivement à être les usagers d'un certain nombre de ressources rares, fragiles. Voilà. Ce qui s'invente avec le Vélib. Et au début, quand on a lancé les premiers Vélib à Paris, il y en avait un tiers qui était détruit par les Parisiens, parce que ce n'était pas la propriété privée, ils s'en foutaient. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins, c'est un peu moins, disons. C'est simplement réduire la propriété au droit d'usage, l'usus. Et ce qui se fait avec l'ascenseur en copropriété, c'est la même chose. Il y a un apprentissage collectif de la réduction de la jouissance du propriétaire au droit d'usus. Bon, ça, c'est ce qui se fait très très bien sur Internet, et c'est ce qu'on doit inventer, à mon avis, aussi dans une société qui renouvellerait la donne aujourd'hui. Et puis il y a un autre aspect qui est les communs comme tels. Alors, c'est le travail d'Elinor Ostrom, en 2009. Il y a des tas d'initiatives dans le monde entier de gestion commune participative d'un certain nombre de ressources rares. Je donne juste un exemple où, en fait, c'est même plus efficace que la gestion privée et la gestion publique. Par exemple, l'eau à La Paz en Bolivie. Donc, La Paz, c'est à 4000 mètres aujourd'hui, enfin, à 4000 mètres, dans un désert, parce que les glaciers ont fondu à cause du réchauffement, il n'y a plus d'eau. Et en 2016, La Paz a traversé ce qu'on appelle le Day Zero, c'est-à-dire le jour où il n'y a plus d'eau au robinet. Ce qui est extrêmement dur. Je veux dire, c'est une épreuve, quoi. Par exemple, Cape Town est proche du Day Zero maintenant chaque année. Et heureusement, il y a une pluie providentielle qui tombe chaque année pour empêcher la traversée de l'épreuve. Mais bon, c'est un truc très difficile parce qu'on peut vivre sans électricité un certain temps, mais on ne peut pas vivre sans eau, c'est impossible. Eh bien, pendant l'été 2016, alors que les bourgeois du centre-ville n'avaient plus d'eau au robinet, et donc étaient vraiment dans une situation extrêmement critique, les pauvres des bidonvilles autour de La Paz, eux avaient de l'eau, parce qu'ils s'étaient organisés pour gérer l'eau en commun, comme les communs, en mettant en particulier les femmes en avant. Les femmes gèrent beaucoup mieux les communs que les hommes. La plupart, beaucoup d'initiatives de gestion des biens communs sont prises par des femmes. Par exemple, les banques de semences en Inde, qui sont gérées comme les communs, c'est des femmes. Donc ça, c'est un exemple où la privatisation de l'eau est catastrophique, parce qu'en général, les pauvres en sont privés. Dès qu'on met un prix à l'eau, c'est toujours trop cher pour les pauvres. La gestion publique de l'eau, très souvent, ne marche pas. Et on va avoir un vrai problème en France. On risque d'avoir un manque d'accès à l'eau potable dans les années qui viennent, ou les 2 décennies qui viennent, grand maximum. On va manquer jusqu'à 40% d'accès à l'eau douce en France, en milieu rural. Donc ça va devenir une question, aujourd'hui. Et évidemment, les grandes tentatives de privatisation de l'eau qui avaient été menées par la Commission européenne en 2011 à Naples vont se rejouer en France. Ça, c'est cousu de fil blanc. Et donc on va avoir un débat politique sur l'eau a-t-elle vocation à devenir un bien commun, géré par des communautés qui la prennent en charge, ou bien privatisé, c'est ce qu'avait essayé d'imposer la Commission européenne à Naples en 2011, ou bien un bien public entièrement entre les mains de l'État. Mais si cet État, c'est l'État autoritaire centralisé macronien, ce ne sera pas brillant. Voilà, donc il y a toute cette... Et à mon avis, c'est là que les communs entrent dans le paysage institutionnel, politique, comme une manière de renouveler la donne de la modernité occidentale. Moi, là-dessus, je veux aussi insister. Moi, je m'inquiète beaucoup du fait que beaucoup d'attaques contre les services publics sont encore à venir. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de décisions qui ont été prises en Europe au cours parfois des 10 ou des 20 dernières années sur
le transport ferroviaire, sur l'électricité, sur le gaz, éventuellement sur l'eau, qui malheureusement, dont on n'a pas encore vu tout le potentiel destructeur, et je pense que là, il va y avoir un point de conflit, alors qui peut peut-être déboucher sur des choses positives, en tout cas, qui va vraiment créer problème. C'est-à-dire que si on se retrouve dans une situation dans les années qui viennent où les gens en France voient que l'impact de l'Union européenne, c'est de casser la SNCF, de casser EDF, et que par contre on n'est rien capable de faire quand il s'agit de réguler Google ou Facebook, etc. Enfin, les gens vont devenir vraiment... Enfin, voilà, si tout ça c'est juste pour casser des services publics qui fonctionnent, pour laisser des monopoles privés qui accumulent des données personnelles sur nous, qui accumulent parfois des droits de propriété intellectuelle qu'ils ont littéralement volés dans nos bibliothèques. Enfin, et le contraste entre les deux, entre cette démolition de services publics qui fonctionnent et de l'autre une incapacité à réguler ce que certains décrivent comme le capitalisme de surveillance, le nouveau féodalisme, enfin, en tout cas l'accumulation complètement indue et disproportionnée de droits de propriété privée totalement injustifiés. Là, on est vraiment face à un point qui va être un point de conflit majeur. Alors, à mon avis, cette question, il y a une partie, la surface de la question, c'est est-ce que c'est indispensable d'avoir une croissance du PIB ? La surface de la réponse, c'est non, ni une décroissance. Au sens où le PIB, de toute façon, est un très mauvais indicateur. Le PIB a été construit dans les années 30 essentiellement pour mesurer l'aptitude de nos voisins à nous faire la guerre, d'où le fait que ce soit un indicateur genré, en vérité. Et c'est pas un indicateur du bonheur à vivre des gens, c'est pas un indicateur de la réalité économique de ce qui se passe, et encore moins de la réalité en termes d'inégalité écologique, sociale. Tout ça n'est pas capturé par le PIB. Que le PIB augmente ou baisse, en fait, d'une certaine manière, on devrait être indifférent à cette question. Ce qui compte aujourd'hui pour les gens, c'est d'avoir un boulot, un emploi, et un emploi vert qui ait du sens. Voilà. Est-ce que ça augmente le PIB ? C'est possible. Peut-être qu'in fine, la reconstruction écologique du pays favorise la croissance du PIB. Mais ce n'est pas l'objectif, en fait. Ça, c'est un sous-produit éventuel. Faire la promotion de la décroissance du PIB, ça me semble impossible aussi, par ailleurs, donc je ne suis pas décroissantiste. Pourquoi ? Parce que ça, c'est la crise sociale assurée et certainement du chômage pour beaucoup. Et donc c'est pas ça. En fait, on doit simplement changer de boussole et arrêter de regarder le PIB. La raison pour laquelle on est si omnibulé par le PIB, à mon avis, et ça c'est lié à l'autre question de ce soir, qui est le dépassement du capitalisme. Parce qu'au fond, on pourrait dire, mais en fait, dans tout ça, c'est quoi le capitalisme et comment est-ce qu'on le dépasse ? Donc on en a parlé... La question de l'extension de la propriété privée, mon point de vue à moi, c'est que c'est un aspect du problème, mais en réalité, le capitalisme, c'est encore quelque chose de plus précis que ça. C'est au fond les arrangements institutionnels, sociaux, politiques pour capitaliser. Et capitaliser, ça veut dire quoi ? C'est prendre une ressource et décréter que c'est du capital, autrement dit, que c'est quelque chose qui va rapporter des revenus dans l'avenir, que je vais calculer, que je vais actualiser avec un taux d'escompte, et dont je vais dire que la valeur de cette ressource aujourd'hui, c'est la somme actualisée de ses revenus futurs. Avec des débats homériques sur, évidemment, le taux d'escompte, c'est-à-dire combien 1 euro dans 100 ans vaut aujourd'hui. Au fond, ça marche dans un monde où il n'y a pas de propriété privée. Le régime soviétique pouvait très bien faire de l'actualisation. C'est intrinsèquement lié au calcul économique, à l'analyse coût-bénéfice qu'on a dans l'économie néoclassique depuis 70 ans au moins. En fait, le modèle de Ramsey, déjà, c'est ça. Mais ça a ses racines au XIIIe, XIVe siècle, avec les premières lettres de crédit et les premières activités bancaires en Italie, à Venise, à Florence et à Gênes. Et ça pollue la totalité de nos activités et de nos débats politiques aujourd'hui. Par exemple, sur le climat, le grand débat Stern-Nordhaus, 2006, donc Nicolas Stern, très bon économiste, fait un rapport pour dire, ça va être catastrophique, le climat, donc il faut agir tout de suite. Et, à mon avis, il fait l'erreur à ce moment-là de dire pourquoi est-ce que ça va être catastrophique ? Parce que la valeur actualisée aujourd'hui des dégâts que va nous infliger le climat est très élevée. Et évidemment, Bill Nordhaus, qui a le prix Nobel entre-temps, entre dans la brèche et dit « Ah oui, non, pas du tout, je ne suis pas du tout d'accord, parce que le taux d'actualisation que vous utilisez n'est pas le bon. » Et depuis lors, on est enlisé entre économistes du climat sur ce débat qui n'a aucun intérêt. C'est-à-dire, personne ne sait ce que c'est que le bon taux d'actualisation, en réalité. On le choisit, c'est une convention sociale. Il n'y a pas une nature, il n'y a pas un taux naturel d'actualisation. Bon. Alors, ça, à mon avis, si on veut dépasser le capitalisme comme projet politique, c'est ça qu'il faut faire.
Alors concrètement, ça veut dire quoi, par exemple? Réécrire la comptabilité des entreprises. On n'en a pas encore parlé aujourd'hui. Mais si on veut changer les relations de pouvoir dans l'entreprise, ça veut dire aussi réécrire complètement, et donc ça on l'avait proposé dans le livre Les 20 propositions pour réformer le capitalisme en 2009, réécrire la compta d'entreprise, en particulier les entreprises cotées, après le coup de force de 2005 où les Allemands en vérité nous ont imposé les normes comptables internationales, qui ont fait rentrer dans la comptabilité d'entreprise ce qu'on appelle la fair value, c'est-à-dire l'idée précisément que tous les actifs d'une entreprise, c'est du capital, et que leur valeur aujourd'hui doit être estimée non pas au coût historique d'acquisition, mais en fonction des flux actualisés de revenus que cette valeur promet de donner à celui qui en est le propriétaire. Voilà. Donc ça, c'est un changement radical, c'est-à-dire que les entreprises arrêtent de compter leur propre valeur en fonction de ce principe d'actualisation, de capitalisation en fait, qui est, à mon avis, le principe directeur du capitalisme. Ça, c'est une révolution. Ça passe par exemple par l'assujettissement de l'IASB, l'International Accounting Standard Board, qui est l'organisme qui édicte les normes comptables internationales, qui est à Londres aujourd'hui, qui est un organisme privé. Il faut évidemment l'assujettir à la puissance publique, le remettre dans le débat démocratique, et donc dans le jeu européen, pour qu'aujourd'hui, entre Européens, on puisse décider des normes comptables, et à travers ça, de notre vision du futur, de l'avenir, parce que c'est ça qui est en jeu. En fait, l'action de capitaliser est une espèce de préemption de l'avenir qui refuse en réalité d'avoir la liberté de dire je ne sais pas ce que ça va m'apporter, mais je veux absolument le garder, par exemple le climat. Bon. Voilà, alors à mon avis, c'est ça l'enjeu fondamental aujourd'hui pour sortir du capitalisme. Moi, je suis d'accord vraiment avec tout ce que vient de dire Gaël, en particulier sur l'importance de sortir complètement de cette vision de la valeur d'un actif ou de la valeur de toute chose comme cette flux capitalisé des profits futurs. Donc juste pour bien préciser, moi la vision de la propriété que je défends, à la fois parce qu'il y a cette circulation permanente avec le fait que les plus fortes accumulations de capital doivent rendre 90% de la société en permanence, et parce que les droits de vote de quelqu'un qui possède une trop grande partie du capital de l'entreprise, en fait, sont immédiatement réduits à 5%, bon, immédiatement, toute cette logique de valorisation par le flux futur des profits disparaît, s'effondre immédiatement. Et d'ailleurs, une des effets des mesures que je propose, ce serait de faire chuter la capitalisation boursière et la capitalisation immobilière. Et tant mieux, d'ailleurs, et c'est une très bonne chose, c'est ça qui permettrait à d'autres personnes qui ne possèdent rien au départ d'acheter de l'immobilier, d'acheter des entreprises. Donc ça fait partie du but. Et il y a quelque chose de paradoxal dans nos amis allemands qui ont imposé ces normes comptables, c'est qu'en fait eux-mêmes, du fait en fait de leur modèle quand même d'une certaine forme de codétermination, de cogestion avec les salariés, en fait ne sont pas dans les excès de capitalisation boursière et d'obsession pour la capitalisation boursière des capitalistes anglo-saxons. Et c'est triste qu'effectivement dans cette négociation et cette discussion au niveau européen, on se soit mis à promouvoir des normes comptables extrêmement basées finalement sur le capitalisme financier anglo-saxon. Alors sur cette question des normes, c'est une question absolument centrale. Il faut effectivement que la puissance publique reprenne le contrôle de ces normes, de même que tout ce qui concerne le cadastre financier. Actuellement, c'est quelque chose qui est privatisé. C'est-à-dire ce sont des institutions financières privées qui gardent la trace de qui possède quoi en termes de titres financiers dans le monde. Tout ça devrait être l'objet de la puissance publique. Sur cette question des normes et des indicateurs, je veux aussi quand même répondre sur la croissance et le produit intérieur brut. Je pense que c'est très important, mais bon, complètement casser la logique de la valorisation des actifs par les flux de profits futurs, c'est une chose centrale. Mais il faut aussi revoir la façon, les indicateurs dont on dispose pour mesurer les flux de production de revenus. Parce qu'on va quand même avoir besoin de continuer de mesurer les revenus, les salaires, parce que quand on veut développer des normes de justice sociale, quels sont les bons écarts ? Un A4, un A10, ça veut dire qu'on est capable de comparer quand même des revenus entre eux. Si on est capable de comparer des revenus entre eux, ça veut dire qu'on peut aussi comparer des revenus dans le temps. Et donc, il y a une notion de croissance ou de décroissance qu'on ne peut pas complètement passer sous la table. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin de continuer de comparer des revenus. Ce qui est très important, c'est de le faire en prenant en compte les coûts sociaux, environnementaux de ce qu'on est en train de faire. Donc moi, simplement, un petit changement déjà qui ferait déjà une certaine différence, c'est de ne plus parler de produit intérieur brut, de toujours parler de revenu national. Donc je rappelle la différence, c'est tout petit, mais c'est quand même important. Vous sortez 100 milliards d'hydrocarbures du sol, vous les mettez sur la table, vous avez 100 milliards de produit intérieur brut, mais en fait, vous avez 0 € de revenu national, parce que les hydrocarbures, ils étaient déjà là dans le sol, et donc c'est simplement
une consommation de capital fixe qui existait déjà. Donc au lieu d'avoir 100 milliards d'euros de produit intérieur brut, vous avez 0 € de revenu national. Si en plus, quand vous brûlez ces hydrocarbures, vous avez des émissions carbone qui ont des effets sur le climat, sur la pollution, et que vous mettez une valeur sociale quelconque, raisonnable à ça, vous avez un revenu national négatif. Donc sur la même opération économique, vous êtes passé d'un produit intérieur brut positif à un revenu national négatif. Donc au moment de faire des choix collectifs d'investissement au niveau d'un pays, au niveau d'une entreprise aussi, c'est là qu'on en rentre sur la comptabilité d'entreprise, mais aussi la comptabilité nationale au niveau des pays, c'est très important de pas simplement dire mettons à la poubelle tous les indicateurs, mais d'en proposer d'autres, parce que même si aucun indicateur unique ne permettra de tout capturer, alors ces exercices de capitalisation jusqu'à la fin du XXIe siècle, du coût du réchauffement en valeur actualisée, je suis complètement d'accord avec toi que c'est un truc, moi je l'enseigne aux étudiants, cette controverse Stern-Granaus, pour montrer à quel point c'était stérile, et Stern lui-même s'est emmêlé les pinceaux, et finalement c'est enfin bon, bref, donc je suis complètement d'accord, aucun indicateur ne va surtout ces indicateurs intertemporels basés sur la capitalisation, ne va régler quoi que ce soit, mais quand même sur les flux de revenus de salaire et pour mesurer la répartition du revenu dans un pays, je pense que c'est important de pas seulement critiquer les indicateurs existants, mais vraiment en construire d'autres. Donc, bon, on essaye modestement ici avec le laboratoire sur les inégalités mondiales de développer une base de données permettant de répartir le revenu national entre pays. Donc on parle toujours de revenu national, pas de produit intérieur brut, et surtout on essaie de le répartir entre les 10% les plus pauvres, les 50% les plus pauvres, les 10% les plus riches. Et déjà, rien que regarder ça, c'est-à-dire regarder l'évolution réelle du revenu moyen des 50% les plus pauvres, mettons, d'un pays, plutôt que la croissance du produit intérieur brut, rien que ça va changer pas mal la vision qu'on se fait de ce qu'a fait tel ou tel gouvernement ou de ce qu'a fait tel ou tel pays. Juste, moi, je n'ai pas proposé qu'on bazarde tous les indicateurs. Je sais bien. Non, je t'ai d'accord. Ça. Juste, peut-être pour que ce soit plus clair, je pense que la fixation sur la croissance du PIB, elle est, par exemple, au sens où le projet de loi de finances n'est discuté par nos députés qu'en termes de croissance du PIB. Et ce serait quand même intéressant, alors que le gouvernement a obligation de donner les contreparties en fait, du projet de loi de finances qu'il soumet aux députés avec un certain nombre d'autres indicateurs alternatifs. Il ne le fait pas en vérité. Donc c'est ça que moi je dénonce. C'est-à-dire, après qu'on ait besoin de calculer nos revenus, ça c'est certain. Et à mon avis, c'est lié précisément à cette idée de capitalisation. C'est-à-dire que si je veux que le capital rapporte quelque chose demain, et donc un flux de revenus que je pourrais réaliser, je crois, c'est ça l'espèce de croyance, d'acte de foi fondamental des capitalistes, je crois qu'il faut qu'il y ait de la croissance qui va produire ce flux de revenus dont j'ai besoin. Voilà. C'est avec ça qu'il faut rompre. Mais même s'il n'y a plus de revenus du capital du tout, mettons que dans mon système, il n'y a plus de revenus du travail ou presque, que les revenus du capital ne valent plus grand-chose parce qu'on les impose tellement vite, on les fait tourner tellement vite qu'il y a de la valeur. Il y a presque que du revenu de travail. Bon, et on a quand même besoin de définir le revenu national dans la production en retirant la consommation de capital fixe qui doit inclure le capital naturel en le valorisant d'une façon sens. Là-dessus, ça envoie vers une autre question absolument majeure dans la série des réformes comptables qu'il faut mettre en œuvre, c'est la mise en place d'une comptabilité verte, aussi bien au niveau des entreprises qu'au niveau de l'État. C'est-à-dire quelque chose qui mesurerait peu ou prou une dette écologique, et donc aussi des actifs écologiques, aussi bien au niveau des entreprises. Bon, au niveau des entreprises, il y a la proposition de la Banque mondiale d'un côté, et puis de nos deux comptables français, Richard et Rambaud. Et évidemment, il faut regarder la contrepartie au niveau du revenu national, puisque l'une des définitions possibles, c'est quand même aussi la somme des valeurs ajoutées que produisent les entreprises. Donc il faut que les deux soient en syntonie. Donc là, il y a aussi un énorme chantier qu'on devrait pouvoir mener, nous, les universitaires, qu'on a beaucoup de mal à mener, mais qui est absolument indispensable si on veut faire ce dépassement. Je ne sais pas si on a encore 2 minutes. Il y a un autre point que je voudrais juste aborder rapidement, parce qu'on n'en a pas parlé du tout. C'est la question des institutions européennes, parce que c'est un sujet en ce moment assez chaud, et donc moi ça m'intéresserait de t'entendre là-dessus, c'est l'annulation des dettes publiques au bilan de la BCE. Moi, ma position, c'est de dire on va vers un scénario à la japonaise pour l'économie européenne, donc une trappe déflationniste majeure, dont la fin de l'histoire est déjà écrite à l'avance, on la connaît, parce que c'est celle des années 30, c'est-à-dire Le Pen au pouvoir, Salvini, etc. Une fois que les classes moyennes sont désespérées parce qu'on ne se voit pas comment sortir de la déflation, elles élisent un clown au pouvoir qui leur promet des lendemains qui chantent. Donc au fond, la responsabilité aujourd'hui des citoyens et des politiques vis-à-vis de la déflation est majeure.
Pour sortir de ça, il faut absolument que les États puissent continuer d'investir et de dépenser, puis on en a besoin pour le financement de la reconstruction écologique. Or, on est coincé par la pulsion austéritaire d'un certain nombre de nos amis, et puis du ministre de l'économie et du gouverneur de la Banque de France et du président de la République. Et donc, à mon avis, pour redonner de l'espace et d'oxygène budgétaire à nos États, il faut annuler les dettes publiques au bilan de la BCE. Ce qui ne coûte rien à personne, ce qui est parfaitement compatible avec la comptabilité de la BCE, et ce qui permettrait en fait de même refonder le projet européen sur un grand plan, un grand Green New Deal, avec les 2200 milliards qu'on se serait donnés à nous-mêmes, en fait, dont on entretient la fiction qu'on se les doit à nous-mêmes, mais ça n'a aucun sens. Et avec ça, on finance une reconstruction écologique. Alors moi je suis complètement d'accord avec ça. C'est-à-dire actuellement donc la BCE a sur son bilan, elle avait 2000 milliards au début de l'année dernière, elle a pratiquement 3000 milliards de dettes publiques moi je fais le pari que ces dettes elles ne seront jamais remboursées. C'est-à-dire que la BCE ne les remettra jamais en jeu en disant voilà maintenant les gouvernements vous me les remboursez. C'est-à-dire que la BCE va sans cesse les racheter les titres lorsqu'ils viendront à échéance et remettre sur son bilan, tout ça avec un taux d'intérêt proche de 0%. Donc de facto, ces titres ne seront pas remboursés. Et je pense que ce serait beaucoup mieux de l'officialiser. Parce que tant que c'est pas officialisé, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas gravé dans le marbre juridique et politique des traités que cette dette est tout simplement annulée et ne sera jamais remise sur les marchés par la BCE, c'est vrai qu'il y a quand même une épée de Damoclès dont on a vu au moment de la crise grecque de 2015 qu'elle était quand même pas purement théorique, c'est-à-dire où la BCE peut rentrer dans le jeu politique si elle n'est pas d'accord avec tel ou tel gouvernement suite à telle ou telle élection pour faire un chantage finalement. Donc ce serait largement préférable d'aller clairement sur cette annulation. Après à terme ça suffit pas. C'est-à-dire je pense qu'on a aussi besoin de mettre explicitement à contribution les patrimoines les plus importants. Et là je veux rappeler quand même l'importance de revenir sur l'histoire des dettes publiques. C'est-à-dire qu'on a eu dans l'histoire des dettes publiques, notamment après la Seconde Guerre mondiale, considérable, dépassant 200-300% du PIB, et pas seulement pour la Grèce, pour l'Allemagne, pour la France, pour le Japon. Et c'est toujours un mélange d'annulation et de prélèvements exceptionnels sur les plus hauts patrimoines privés qui a permis de sortir de cette crise. Et ça a été de très bons choix pour finir rétrospectivement. Alors en particulier les choix qui ont été faits en Allemagne entre 1948 et 1952. Alors, il y a eu la réforme monétaire, mais ensuite il y a eu surtout un prélèvement exceptionnel sur les plus hauts patrimoines privés qui allait jusqu'à 50% des plus hauts patrimoines privés, pas 50% du revenu, 50% du stock de patrimoine au-delà d'un certain seuil de patrimoine. Et c'est quelque chose d'assez révolutionnaire, disons, par rapport à la propriété privée, au capital privé classique, dans des circonstances où, évidemment, qui étaient des circonstances très, très, très compliquées, où l'Allemagne avait fait l'expérience dans les années 20 de l'hyperinflation, qui est l'autre façon de se débarrasser de dette publique, sauf que ça revient souvent à faire payer l'addition aux plus pauvres, aux plus modestes, aux classes moyennes, et ça a eu les conséquences politiques que l'on sait par la suite. Et c'est fort de ce précédent que l'État allemand, les différentes parties prenantes, ont mis en place entre 48 et 52 un système qui finalement rétrospectivement a beaucoup mieux marché. Donc aujourd'hui, on est face à des défis qui sont différents de ceux de la reconstruction, mais qui sont d'une certaine façon du même ordre. C'est-à-dire qu'on a de nouvelles priorités pour l'avenir sur les inégalités, sur la jeunesse, sur le climat, sur l'environnement, qui obligent à trouver des solutions exceptionnelles, dont l'annulation des dettes publiques actuellement sur le bilan de la BCE font partie, et il faudra en prendre d'autres. Sur le bilan de la BCE, pas seulement celles qui sont actuellement, mais dont des prélèvements exceptionnels sur les patrimoines privés font partie. Je pense aussi qu'il faut beaucoup plus assumer le fait qu'on va utiliser une partie de ce financement par l'emprunt et de facto de cette création monétaire pour créer des emplois, augmenter les salaires, augmenter les bas salaires. Alors évidemment, dès lors que l'inflation remonterait à 2, 3, 4%, bon, on peut discuter, il faudrait à un moment s'arrêter. Mais on n'en est pas là. Aujourd'hui, le risque, et je te rejoins complètement là-dessus, c'est le risque d'une spirale déflationniste à la japonaise où pendant 20 ans, on a une inflation 0 ou moins de 0 et on continue d'injecter des liquidités de la part de la Banque centrale, mais finalement, comme on ne fait que les injecter dans les marchés financiers, on contribue à la bulle financière, à la bulle immobilière, on contribue finalement à enrichir ceux qui ont déjà des patrimoines privés, et donc ça va être ça l'enjeu, quoi. Au-delà de l'annulation des dettes, c'est d'utiliser ces ressources pour relancer des emplois. Alors,
typiquement dans le secteur sanitaire. Donc j'ai vu là il y a quelques jours le responsable de la CFDT, qui n'est pas toujours le syndicat le plus révolutionnaire, proposer d'augmenter de 15% les bas salaires dans le secteur sanitaire. Bon, c'est pas complètement négligeable. Je pense que dans le secteur éducatif aussi, les professeurs des écoles, toutes les personnes qui ont des bas salaires en général, ou des emplois qu'on créerait dans la rénovation thermique des bâtiments. Bon, il y a des salaires, des créations d'emplois qui doivent se faire et qui doivent permettre de déplacer une partie de l'inflation qui est actuellement sur les actifs, sur les marchés financiers et les marchés immobiliers, vers les prix et les salaires jusqu'à un certain point. Et puis après, voilà, il y a toujours des limites de ce qu'on peut faire avec la monnaie, et donc la monnaie doit être utilisée non pas comme une solution miracle à tous les problèmes, mais comme un instrument dans un cadre démocratique, parlementaire, avec une légitimité démocratique, une supervision démocratique par des instances parlementaires européennes, et avec des systèmes de redistribution fiscale, de budget qui ne peuvent évidemment pas se limiter à la monnaie.